Donc bonjour, je m'appelle Florence Hudevillers, je travaille au CHU de Tours et je vais vous parler aujourd'hui des vascularites pédiatriques. Donc les vascularites sont un groupe de maladies hétérogènes qui comportent une inflammation de la paroi des vaisseaux qui conduit à des phénomènes hémorragiques, ischémiques et d'infarcissement. Elles comportent des traits histologiques communs avec les vascularites de l'adulte, mais elles ont des particularités épidémiologiques de classification, de traitement et d'évolution qui rendent importante de pouvoir les connaître. Il persiste un délai diagnostique important pour les vascularites pédiatriques qui témoigne d'une reconnaissance encore non optimale de ce type d'atteinte. Et la répartition géographique est très différente au travers du monde. L'incidence des vascularites pédiatriques est estimée entre 23 et 50 cas pour 100 000 enfants par an, ce qui fait pour un centre de référence de rhumatologie 0 à 5 patients annuellement. Les faibles effectifs font que la majorité des études, en particulier concernant les traitements, reposent sur des données chez l'adulte. Et les vascularites pédiatriques représentent 2 à 10% des pathologies vues en centre de référence pédiatrique. Certaines vascularites vont être plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant que chez l'adulte, en particulier le purpura rhumatoïde qui correspond à 50% des vascularites pédiatriques, le Kawasaki qui correspond à un quart des vascularites pédiatriques, alors que les périartérites noueuses ne vont représenter que 3% de ces vascularites. La classification des vascularites repose sur la classification de Chapel-Hill de 1994, modifiée en 2012, donc pour enlever les dénominations avec des noms communs. La version pédiatrique a été développée lors d'une conférence de consensus à Ankara en 2008 par le groupe Euler Printo Press. La classification se base essentiellement sur la taille des vaisseaux, donc les vaisseaux de gros calibre, de moyen calibre et de petit calibre. Donc, quand on reprend la classification qui va finalement suivre le plan de mon topo, nous avons les vascularites à gros vaisseaux avec essentiellement l'artérite de Takayasu, les vascularites à moyen vaisseau avec essentiellement la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki, les vascularites à petits vaisseaux comportant les vascularites associées aux ANCA, ainsi que les vascularites à complexe humain. Après, la nouvelle classification va mettre en évidence des vascularites associées à des maladies d'organes, donc comme le lupus, la sarcoïdose, des vascularites associées avec des étiologies autres, comme les vascularites associées à l'hépatite C, l'hépatite B ou d'autres infections, et les vascularites à vaisseaux de différents calibres, comme la maladie de B7. Il faut être attentif au fait que les critères de classification ne correspondent pas à des critères diagnostiques. Les critères de classification servent essentiellement à mettre en place des études, mais nous manquons fortement de critères diagnostiques dans les vascularites de façon générale, avec actuellement des critères de diagnostic en développement chez l'adulte. L'étiologie des vascularites pédiatriques reste pour l'instant inconnue. Il y a des pistes infectieuses dans un certain nombre de cas, en particulier dans la maladie de Kawasaki et dans les périartérites noueuses, avec, dans certains cas, en particulier de Kawasaki, des épidémies. Par ailleurs, on a mis en évidence des mutations monogéniques dans les vascularites pédiatriques, dont je reparlerai en fin de topo, et qui changent considérablement la donne actuellement dans la classification. Concernant les scores d'activité, le score d'activité le plus fréquemment utilisé est le BVAS, Birmingham Vasculitis Activity Score, qui est non formellement validé en pédiatrie, mais de nombreuses études pour l'instant se basent sur ce score. Actuellement, on cherche à valider le score PIVAS pour Pediatric Vasculitis Activity Score, pour lequel on rajoute 8 critères pédiatriques, 4 critères cutanés, 3 critères cardiovasculaires et 1 critère digestif qui portent à 64 critères actifs classés en 9 catégories. Ce sont des scores qui restent assez lourds à employer en consultation quotidienne. Concernant les traitements, ils diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Les recommandations chères sont en cours de rédaction dans l'idée d'harmoniser les pratiques. Donc nous allons discuter des vascularites en fonction de l'atteinte de la taille des vaisseaux. Donc on commence par l'atteinte des gros vaisseaux. L'atteinte des gros vaisseaux est composée de 2 types de vascularites. L'artérite à cellules géantes, qui n'existe pas chez l'enfant, donc on ne développera pas.
La maladie de Takayasu, ou artérite de Takayasu, est une artérite granulomateuse qui affecte donc les gros vaisseaux. Elle est généralement débutante avant l'âge de 50 ans, plutôt dans la 3e et 4e décade, mais possible à tout âge dans l'enfance. Chez l'incidence globale est de 1 à 2,6 cas par million par an, mais l'incidence exacte est non connue et elle va toucher essentiellement l'aorte, l'artère pulmonaire et les branches principales. La grande difficulté de la maladie de Takayasu, c'est qu'il n'y a pas de modèle animal, ce qui rend la recherche très difficile. Et les conséquences sont sévères puisqu'il s'agit d'une fibrose irréversible avec des lésions sténotiques ou occlusives dans 90% des cas, plus ou moins anévrismales par l'action des métalloprotéinases dans 10 à 25% des lésions. Les critères Euler-Pinto-Press de la forme pédiatrique du Takayasu reposent sur la mise en évidence d'anomalies à l'angiographie au niveau de l'aorte ou de ses branches principales et des artères pulmonaires, montrant soit des sténoses, soit des anévrismes, avec au moins des 5 critères suivants: une claudication ou une anomalie des pouls, une asymétrie de tension aux 4 membres, la palpation de pouls périphériques anormaux, une hypertension artérielle ou un syndrome inflammatoire. L'artérite de Takayasu évolue en 2 phases. Une phase aiguë, qui peut être monophasique mais pas nécessairement, correspondant à des signes généraux de type fièvre, perte d'appétit, amaigrissement, sueur nocturne, et une phase chronique, qui est, elle, très fréquente, avec les conséquences de l'atteinte vasculaire à type de sténose, d'occlusion, d'ischémie. Il y a parfois, et ça, là je parle de mon expérience personnelle, des découvertes fortuites, comme ce jeune homme de 10 ans pour lequel, lors d'une chirurgie cardiaque pour CIV, un anévrisme est mis en évidence et qui, à l'anatomopathologie, pose le diagnostic d'artérite de Takayasu. Donc dans ces phases chroniques, on peut avoir des diagnostics presque fortuits. Les signes cliniques les plus fréquents chez l'enfant sont l'hypertension artérielle, parfois même le seul signe, et l'artérite de Takayasu est la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle rénovasculaire chez les enfants asiatiques. Plus rarement, c'est l'absence de pouls périphériques ou les claudications des membres inférieurs qui vont permettre le diagnostic. On a également des formes musculo-squelettiques, comme cette présentation en 2018 d'un case report d'une monoarthrite évoluant après avec des signes généraux permettant le diagnostic de maladie de Takayasu, avec donc un diagnostic initial d'arthrite juvénile idiopathique. On a également des formes d'entrée dans la maladie par des douleurs abdominales chroniques. Les signes biologiques sont essentiellement le syndrome inflammatoire, des biomarqueurs tels que l'impataxrine 3, une protéine inflammatoire produite par les cellules endothéliales, ou l'augmentation des CD8 avec un rapport CD4-CD8 inversé, pourraient correspondre également à des marqueurs de l'activité de la maladie, mais ne sont pas validés actuellement en pratique courante. Le diagnostic repose, comme on l'a vu dans les critères, sur des critères d'imagerie avec l'angiographie. Néanmoins, l'angiographie est un examen invasif de réalisation délicate chez l'enfant et elle est de plus en plus suppléée par l'angio-IRM et l'angioscanner. Le PET scanner semble être un bon examen pour apprécier l'activité de la maladie, mais l'absence de critères standardisés rend les choses difficiles à la fois dans les études et même dans les critères individuels de diagnostic de l'activité ou non et de la surveillance d'activité de la maladie au cours de la pathologie. Donc une iconographie mettant en évidence des lésions sténotiques sur l'aorte descendante et sur une des branches sous-clavières, avec également en angio-IRM une image d'hypoplasie de la carotide gauche. Donc sur cette image d'IRM, on retrouve également des parois épaissies de l'aorte descendante. Et sur cette autre image sagittale, on voit bien une diminution de calibre de l'aorte descendante. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des pièges dans les populations pédiatriques. Donc, dans cette série de 71 patients de 1988 à 2011 publiés récemment,
Donc on retrouve 19 cas de mauvais diagnostics initiaux, soit près d'1 sur 4, avec 10% de manifestations atypiques du Takayasu. Donc ces manifestations sont essentiellement des diagnostics de coarctation de l'aorte, de fièvre rhumatismale, même de spondylarthrite ou d'arthrite juvénile idiopathique. Il est donc très important de garder l'esprit ouvert et de savoir chercher des preuves anatomopathologiques dès que possible dans des cas d'évolution non classique d'autres pathologies suspectées. Dans l'étude de Florence Ashliman, parue également en 2018, donc qui regroupait 29 enfants et 48 adultes, on pouvait voir que chez l'enfant, il y avait une prédominance féminine plus basse, donc 76% versus 100% chez l'adulte, et un délai diagnostique moyen moins élevé que chez l'adulte. On avait de façon significative plus d'atteintes aortiques et rénales, avec une plus grosse fréquence d'hypertension artérielle et malheureusement des rechutes fréquentes dès la première année après le diagnostic et 2 décès chez l'enfant. Donc on peut se poser la question en effet d'un pronostic plutôt moyen chez l'enfant dans ces pathologies. Dans une autre étude de 2016, on avait 1/3 de séquelles dans les maladies de Takayasu sur des maladies qui semblaient en apparence inactives, donc se méfier des phases chroniques. L'histologie retrouve une panartérite focale avec une prédominance de macrophages, lymphocytes et cellules dendritiques qui sont organisées fréquemment en granulomes. Les anomalies débutent dans les vasovaromes de l'adventice. On a une production locale de facteurs de croissance, y compris de PDGF et de VEGF qui sont responsables de modification de la paroi des vaisseaux, avec un épaississement progressif et un rétrécissement de la lumière, qui explique qu'il y a vraiment une part de fibrose dans ces lésions sténosantes de la maladie. Le traitement repose à la phase aiguë sur les corticoïdes à haute dose avec fréquemment l'addition d'un immunosuppresseur de type azatioprine, cyclophosphamide ou méthotrexate. 5 à 90% des patients qui vont rechuter lors de la décroissance des corticoïdes vont nécessiter l'adjonction d'un immunosuppresseur et une augmentation de la corticothérapie. Une méta-analyse montre que le MMF pourrait être une bonne alternative en termes d'épargne cortisonique lors du traitement d'entretien. Les questions qui se posent sont quel traitement, pour qui, sur quelle durée, avec la difficulté d'avoir des effectifs réduits qui ne permettent pas des grandes études de cohorte. Le but, c'est évidemment d'empêcher le remodelage vasculaire et l'imagerie donne toute son importance au niveau du suivi. D'autres médicaments semblent actuellement intéressants, en particulier les anti-TNF et les anti-EL6. Donc le TNF a tout son sens puisqu'il est impliqué dans la formation du granulome et qu'on retrouve chez les patients avec une artérite de Takayasu une augmentation des niveaux de TNF dans le sang. On a eu 5 études de cohorte sur 90 Takayasu réfractaires où on retrouvait une réponse partielle ou complète chez 85 à 90% des patients, avec néanmoins souvent une nécessité d'augmenter les doses. Néanmoins, ces traitements sont souvent suspensifs puisqu'on observe un taux de rechute de 33 à 60% dans ces cohortes, avec néanmoins une bonne réponse à la reprise du traitement. Les anti-L6 sont également intéressants puisqu'en physiopathologie, ils vont être impliqués dans la différenciation TB et la génération des TH17, ainsi que la prolifération fibroblastique et la synthèse hépatique des protéines de l'inflammation, y compris la CRP. On retrouve d'ailleurs l'expression d'IL6 dans les lésions aortiques et dans le sérum de patients avec un Takayasu, en particulier pendant la phase active. Donc, dans cette courbe de survie, on retrouve deux cohortes de patients, une traitée de façon conventionnelle par Dimard, l'autre par tocilizumab, donc un anti-L6, avec, comme on le voit, une meilleure progression sans rechute de la maladie.
Le rôle des leucocytes et d'autres cellules résidentes pourrait être intéressant comme cible thérapeutique avec des stratégies de type anti-CD20 et pourquoi pas l'abatacept. On a d'ailleurs un essai randomisé contrôlé avec abatacept qui ne montrait pas de diminution du risque de rechute dans la population abatacept plus corticoïde versus corticoïde seul. Donc pour l'instant, on n'a pas de preuves pour ce type de traitement et d'autres essais sont nécessaires. Donc, en conclusion, c'est vraiment quel traitement pour qui, sur quelle durée. L'intérêt d'une chirurgie en phase quiescente pour diminuer le risque de resténose, donc pas de chirurgie en phase active et si possible avec un traitement de fond. Le pronostic dans une population adulte, c'est 50% de rechute. Sur une étude de 318 patients, mais concernant des adultes, on avait 5% de mortalité à une médiane de 6 ans. Avec une augmentation de la morbimortalité si 2 facteurs, en cas d'évolution chronique et ou en cas d'atteinte de l'aorte thoracique et ou de rétinopathie. Et là, c'est dans une population adulte, donc ces données restent à confirmer dans des populations pédiatriques. Concernant l'intérêt d'une médecine personnalisée, des études en Genome-Wide Association ont pu montrer sur des patients de Turquie et d'Amérique du Nord qu'il y avait des loci de susceptibilité dans les HLA de classe 2, HLA-B, HLA-DQB1, HLA-DRB1, mais également des associations avec des variants de l'IL12 et de l'IL23, ce qui est intéressant parce que ça pourrait donner de nouvelles pistes thérapeutiques, entre autres sur les anti-IL12, IL23. Et on a également retrouvé des loci de susceptibilité pour l'IL6 qui permettraient de mieux comprendre l'immunopathogénie du Takayasu. Donc il est probable que ces études GWAS soient véritablement l'avenir dans la compréhension et dans le traitement du Takayasu. Donc nous allons pouvoir passer à la vascularite des moyens vaisseaux. La vascularite des moyens vaisseaux atteint essentiellement les artères viscérales et leurs branches avec 2 modèles de maladies, la maladie de Kawasaki et la périartérite noueuse. Concernant la maladie de Kawasaki, je vais être rapide puisque c'est un sujet qui a été traité par le professeur Stéphane et que vous pouvez retrouver sur une webconférence passée. Donc la maladie de Kawasaki, on estime une incidence de 240 cas pour 100 000 enfants au Japon versus 9 à 17 pour 100 000 dans les autres ethnies. Donc c'est véritablement le modèle de vascularite avec une répartition géographique très différente de par le monde. L'incidence en France a été estimée dans 2 études, environ 5 pour 100 000 enfants à 9 pour 100 000 enfants dans une étude dans le nord de la France, incluant des formes de maladie de Kawasaki incomplète. C'est la première cause de maladie cardiaque acquise de par le monde. L'âge moyen est de 6 mois à 5 ans, avec comme signe biologique essentiellement des hyperpolynucléoses neutrophiles, une anémie, une thrombocytose, une augmentation des marqueurs inflammatoires, des transaminases, une hyperbilirubinémie, une hypoalbuminémie ou une leucocyturée aseptique. L'échographie cardiaque a évidemment toute sa place dans le diagnostic des maladies de Kawasaki. Les critères de diagnostic ont été définis par l'American Heart Association avec une fièvre pendant au moins 5 jours et au moins 4 des 5 signes suivants, la conjonctivite, la kéylite, la desquamation, d'une façon globale l'atteinte des extrémités, l'érythème maculopapuleux et l'adénopathie cervicale. L'association a une atteinte des artères coronaires et évidemment le fait d'avoir pu éliminer un diagnostic différentiel. On parle de forme complète ou de forme incomplète de maladie de Kawasaki avec, quelle que soit la forme, l'atteinte des coronaires qui permet à lui seul d'affirmer le diagnostic. Vous remarquerez que dans la maladie de Kawasaki, on ne demande pas de preuves anatomopathologiques ou de preuves d'imagerie par angiographie, contrairement à d'autres vascularites. En termes de traitement, les recommandations de l'AH sont essentiellement la perfusion d'immunoglobulines et la mise en place d'un traitement anti-inflammatoire par aspirine jusqu'à obtention de la pyrexie. On peut associer des corticoïdes en cas de risque élevé de résistance aux immunoglobulines ou de risque d'anévrisme coronarien. En cas de résistance à une première ligne de traitement, une deuxième perfusion d'immunoglobulines, des bolides de corticoïdes, l'infliximab ou les anti-L1 vont être discutés.
En cas d'anévrisme de petite taille, l'aspirine sera prescrite à dose antiagrégante plaquettaire jusqu'à résolution de l'anévrisme. Et en cas d'anévrisme de grosse taille, les antiagrégants plaquettaires seront nécessaires à vie. Le facteur prédictif du Kawasaki, c'est essentiellement l'évaluation coronaire à 1 mois. Donc un peu d'iconographie pour montrer la desquamation des extrémités, la kéylite et la desquamation périnéale. Donc je n'en dirai pas plus sur le Kawasaki et je vous propose de vous rapporter au topo de M. Stéphan. Concernant la périartérite noueuse. La périartérite noueuse est la 3e plus fréquente des vascularites pédiatriques. Il s'agit d'une vascularite nécrosante des petits et moyens vaisseaux. Elle est caractérisée par une atteinte inflammatoire nécrotique, donc des vaisseaux de moyen et de petit calibre, en sachant qu'il faut bien retenir qu'il n'y a pas d'atteinte de type glomérulonéphrite ou de vascularite des artérioles, des vénules ou capillaires qui rentrent dans une autre sous-groupe de la classification de Chapel-Hill. Nous n'avons pas d'épidémiologie exacte de la périartérite noueuse pédiatrique. Dans une étude faite sur 29 cas de périartérite noueuse sur une période de 20 ans à l'hôpital Necker, on estime que l'incidence est, pour un médecin de centre expert, moins de 2 enfants par an. La prévalence chez les adultes est de 31 cas par million de personnes, avec une incidence chez les adultes en Europe de 0 à 1,6 cas par million. Le sexe ratio est de 1, avec un âge de début de 9 ans, plus ou moins 3,5 ans. Le point important, et on en reparlera en fin de topo, c'est que dans les périartérites noueuses, il y a véritablement l'arrivée des vascularites monogéniques et le déficit en ADA2, la découverte du déficit en ADA2, qui a remis en question cette incidence, puisqu'on pense que de nombreux cas de périartérite noueuse sont en fait des déficits en ADA2, et donc ça va absolument modifier ce que l'on sait de l'incidence de la périartérite noueuse pédiatrique, mais également adulte. L'étiologie des périartérites noueuses reste inconnue, mais néanmoins, ça fait partie des modèles de vascularite avec une cause infectieuse soulevée, surtout des infections à streptocoque bêta-hémolytique et des périartérites noueuses associées au VHB ou au VHC. Les formes monogéniques, comme j'en ai parlé, avec le déficit en ADA2. La périartérite noueuse est composée de 4 sous-types de panne, donc la panne cutanée, près de 30% des formes, la forme systémique, la forme microscopique, la forme associée aux infections à VHB est maintenant préférentiellement classée dans les vascularites associées à une cause. Donc, dans la classification Euler-Press, on va retrouver la notion d'une inflammation systémique avec la mise en évidence d'une vascularite nécrosante ou à l'angiographie des anomalies sur les moyens ou petits vaisseaux associés à un des critères suivants: l'atteinte cutanée, les myalgies, l'hypertension, la neuropathie périphérique ou l'atteinte rénale. Cette classification ne permet pas de distinguer les différentes formes, sauf la forme pauci-immune qui atteint en priorité les petits vaisseaux. La périartérite noueuse présente parfois des difficultés de classification, car on peut avoir des critères manquants. En effet, l'histologie ne retrouve pas toujours de nécrose fibrinoïde avec la destruction des artères de moyen et de petit calibre, qui ne peut être présente que sur certains niveaux de coupe. D'autre part, peu d'enfants ont une angiographie qui, comme nous l'avons déjà dit, reste l'examen de référence, mais est un examen invasif. Donc, dans les critères diagnostiques, on retrouve l'atteinte cutanée, 100% présente dans les formes cutanées, et présente dans 50 à 75% des formes systémiques. Il s'agit de nodules dermo-hypodermiques douloureux, situés en majorité sur les membres inférieurs et régressant en 5 à 10 jours. La biopsie doit être précoce, au risque de ne pas être informative. On retrouve également des atteintes à type de livedo-racemosa, d'œdème des parties molles, un syndrome de Raynaud ou des lésions ulcéreuses. Le scanner, l'angioscanner ou l'angio-IRM sont plus accessibles et plus faciles de réalisation et vont pouvoir venir supplanter l'angiographie. Le bilan biologique retrouve essentiellement une élévation des marqueurs inflammatoires, des encas négatifs, et sert également au bilan d'atteinte d'organes. Donc, dans une cohorte de 110 enfants, parue en 2004 par Ozen, dont 63 avec une périartérite noueuse systémique,
92% des patients avaient des lésions cutanées et 71% des myalgies. On avait un sexe ratio en faveur de l'atteinte des filles et la durée pour atteindre la rémission n'était pas statistiquement significative, sauf en dehors de la panne microscopique. Donc, les symptômes qu'on retrouvait étaient essentiellement des symptômes de type fièvre chez 50% des enfants, de type douleur articulaire et myalgie chez environ un tiers des enfants et une atteinte du système nerveux chez 15% d'entre eux. L'atteinte pulmonaire et l'atteinte cardiaque étaient plutôt rares, contrairement à chez l'adulte. Dans une autre étude, comportant 29 enfants suivis à l'hôpital Necker, la médiane de diagnostic était de 37 jours, avec également des erreurs de diagnostic, puisqu'on retrouvait 4 enfants diagnostiqués avec une arthrite juvénile systémique, 3 enfants un rhumatisme articulaire aigu, 3 enfants une maladie de Kawasaki et un enfant un lupus. Dans la plupart de ces cas, c'est l'absence initiale de manifestations cutanées qui pouvait expliquer l'erreur diagnostique. Donc, dans cette étude, on retrouvait au niveau biologique un syndrome inflammatoire avec une hyperleucocytose. Il est intéressant de voir que chez seulement 50% des patients, les critères d'Ankara étaient remplis. Quand on regarde l'incidence des rémissions sans corticoïdes dans cette population, donc qui était classée en 3 groupes, le premier groupe avait une forme cutanée avec des myalgies et des arthralgies, mais sans évidence d'atteinte d'organes. Dans le groupe 2, on avait des myalgies, des arthralgies et des signes généraux, sans preuve anatomopathologique ou preuve d'atteinte d'organes. Et dans le troisième groupe, une atteinte d'organes certaine. Donc, ce qui montre d'ailleurs ces groupes qu'il est difficile de classer vraiment les enfants entre périarthrite noueuse cutanée et systémique. On remarque que l'évolution, la rémission sans corticoïdes reste moyennement bonne, y compris dans le groupe des formes cutanées sans atteinte d'organes. Ce qui nous amène à dire que les formes cutanées ne sont peut-être pas d'un aussi bon pronostic. Quand on regarde la différence dans une étude entre les formes adultes et les formes pédiatriques, il s'agit essentiellement des myalgies qui vont être plus fréquentes chez l'adulte et du purpura qui va être plus fréquent chez l'adulte. On retrouve également dans les formes systémiques plus d'atteintes neurologiques dans les formes adultes, y compris dans les mononévrites. Le traitement des périartérites noueuses repose sur l'association corticoïdes et cyclophosphamide selon les recommandations de l'OLAR. Les corticoïdes sont faits par voie intraveineuse en cas d'atteinte d'organes menaçantes et sur une durée de plusieurs mois à années. En entretien, on propose de façon assez classique le méthotrexate, l'azatioprine ou le MMF avec une corticothérapie à petite dose. Le fort risque d'infertilité et de cancer secondaire avec le cyclophosphamide implique d'étudier des schémas de traitement alternatifs qui vont être basés sur le méthotrexate, l'azatioprine ou le mycophénolate mofétyle, Et donc, il est intéressant de connaître cette étude MIPAN qui va étudier le MMF chez les enfants, donc en une étude de non-infériorité par rapport au cyclophosphamide. C'est une étude avec une approche de type bayésienne qui met en avant l'opinion d'experts sur le critère de rémission à 6 mois, avec un nombre d'enfants qui, sans cette approche-là, ça nécessiterait 513 enfants par bras, il faudrait 30 ans pour les recruter, ce qui montre bien les difficultés dans ces études contrôlées des traitements dans ce type de pathologie rare, d'avoir les effectifs suffisants pour les mener, et donc de la nécessité d'avoir des approches méthodologiques et statistiques différentes.
D'autres traitements ont été rapportés comme l'infliximab, le rituximab, le tofacitinib, le tocilizumab, mais plus sous forme de case report. On a également proposé des traitements par plasmaphérèse. En cas d'ischémie, une anticoagulation est associée. Des thérapeutiques antiplaquettaires sont également à l'étude, type iloprost. Pour la forme cutanée, les mesures physiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et des petites doses de corticoïdes peuvent être proposées. Néanmoins, en cas de forme sévère, et en particulier dans les cas d'ulcération, des immunosuppresseurs vont être associés, ce qui fait que parfois la rémission sans corticoïdes est difficile à obtenir. Évidemment, en cas de doute sur une infection streptococcique associée, un traitement antibiotique est proposé. Donc, une illustration de nodules cutanés de périartérite noueuse chez un enfant. Le score pronostic, le Pediatric 5-Factor Score, a été développé en s'inspirant de celui de l'adulte. Les symptômes gastro-intestinaux chez l'enfant semblent être de très mauvais pronostics dans l'étude d'Ozen, avec un risque augmenté de rechute. Le temps élevé pour atteindre la rémission et la dose cumulative de corticoïdes est également associé à un risque de rechute moins élevé. Donc, dans cette étude de 89 patients, on avait donc 60% des patients qui rentraient en rémission, avec un quart d'entre eux qui avaient une maladie persistante et 10% d'entre eux qui présentaient une rechute. Seuls 2% d'entre eux avaient une maladie rénale au stade terminal et on avait un cas de décès. Si on compare l'évolution entre les formes adultes et les formes de l'enfant en termes de pronostic, les enfants avaient moins de rechutes que les adultes dans les formes systémiques. Ils avaient néanmoins un score d'activité supérieur dans les formes cutanées et un nombre de rechutes pour 100 patients année qui était supérieur dans la forme pédiatrique. Donc, globalement, les formes pédiatriques auraient tendance à plus rechuter si on considère en nombre de patients année. Ce qui nous amène donc sur ces courbes de suivi, en effet, où on regarde la forme adulte et la forme chez l'enfant, donc en termes de pathologie cutanée et de pathologie systémique, et on voit que le pronostic est quasiment aussi sévère chez l'adulte que chez l'enfant, nécessitant une approche thérapeutique adaptée. Donc voilà pour les vascularites des moyens vaisseaux. Donc nous allons passer aux vascularites des petits vaisseaux. Donc dans ces vascularites de petits vaisseaux, elles vont intéresser les artères intraparenchymateuses, les artérioses, les capillaires et les vénules. Donc on va avoir deux modèles essentiellement, les vascularites associées aux ANCA et les vascularites des petits vaisseaux associés au complexe humain, comme le purpura rhumatoïde. On ne parlera pas des autres vascularites associées au complexe humain qui sont rarissimes chez l'enfant. Donc les vascularites associées aux ANCA. Donc les vascularites à ANCA sont des vascularites nécrosantes sans dépôt de complexe humain. On va différencier trois formes. La granulomatose avec polyangéite, que j'appellerai GPA, anciennement maladie de Wegener, qui est une vascularite nécrosante avec une atteinte inflammatoire granulomateuse des voies aériennes et une glomérulonéphrite post-immune. La polyangéite microscopique, ou MPA, qui est une vascularite nécrosante post-immune avec glomérulonéphrite sans atteinte des voies aériennes supérieures, une capillarite pulmonaire et des ANCA sans inflammation granulomateuse. Et la polyangéite granulomateuse éosinophilique, ou EGPA, anciennement syndrome de Churg-Strauss, qui est une vascularite nécrosante des petits et moyens vaisseaux avec une atteinte du tractus respiratoire, présence de granulomes inflammatoires riches en éosinophiles, qui est très rare chez l'enfant et que je n'aborderai pas. L'incidence est de 2,4 enfants par million par an, la plus fréquente étant la GPA, 65% des formes, puis la polyangéite microscopique, 15%, et la polyangéite granulomateuse et éosinophilique, 2%.
Donc pour la GPA, l'âge médian de diagnostic est de 14 ans, donc c'est une maladie plus de l'adolescent, avec un délai moyen de diagnostic de 2,7 mois plutôt court. Les atteintes les plus fréquentes sont de type systémique, pulmonaire, ORL et rénal. Quand on se rapporte aux critères diagnostiques et de classification de la classification d'Ankara, on retrouve au moins 3 des 6 critères suivants: la preuve histopathologique, l'atteinte des voies aériennes supérieures, les sténoses laryngo-trachéobronchiques, l'atteinte pulmonaire, la positivité des ANCA et l'atteinte rénale. Les symptômes ORL vont être de loin les plus fréquents et souvent de façon précoce. On peut avoir des symptômes ORL qui sont très divers, à type d'épistaxis, de sinusite, de perforation de la cloison nasale, de destruction du cartilage nasal, mais aussi des aftes, otite, mastoïdite, sténose sous-glottique, qui est plus fréquente que chez l'adulte. Du point de vue pulmonaire, on retrouvera essentiellement des nodules pulmonaires asymptomatiques, mais qui peuvent aller jusqu'à des hémorragies intra-alvéolaires. Plus d'un patient sur 2 va présenter des plaintes articulaires et ou une atteinte ophtalmologique. Et l'atteinte cutanée va concerner environ 50% des enfants, essentiellement avec des lésions de purpura, évoquant un purpura rhumatoïde, mais également des lésions de paniculite ou d'urticaire. Les signes généraux vont être fréquents et l'atteinte rénale est estimée à environ 65%. Donc on retrouve là une illustration d'une atteinte ORL d'une GPA, donc chez un jeune garçon. Donc dans la méta-analyse de 2016 faite par Ludici, qui a repris l'ensemble des patients suivis pour une vascularite à ANCA de la littérature, donc 277 enfants avec une médiane d'âge de 16 ans. On avait essentiellement une prédominance féminine durant l'adolescence pour la MPA. Concernant la GPA, on avait une importance, donc comme on l'a dit, des atteintes ORL, des symptômes généraux, de l'atteinte rénale et du tractus respiratoire inférieur. Alors que pour la forme de MPA, c'est plus l'atteinte rénale qui était importante. Les ANCA étaient détectés chez plus de 90% des patients enfants ayant une GPA ou une MPA. Et le traitement était reposé essentiellement sur l'association de corticoïdes et de cyclophosphamide en première intention, dans 76% des GPA et dans 62% des MPA. Il y avait plus de rechutes dans les GPA, 67 à 100% des enfants, versus les MPA, où elle était plutôt un enfant sur 2, un enfant sur 4. Les infections et la maladie en elle-même étaient la première cause de décès. Dans une autre étude de 2016, donc comparant 48 patients avec une MPA versus 183 patients avec une GPA, les patients avec MPA étaient significativement plus jeunes, 11 ans versus 14 ans. Les symptômes généraux étaient comparables. Il y avait, comme on vient de le dire, moins de manifestations pulmonaires. Les atteintes rénales étaient dans cette étude comparables en termes de fréquence, mais plus graves. Il n'y avait évidemment pas d'atteinte des voies aériennes supérieures chez les patients atteints de MPA et plus d'atteinte gastro-intestinale. Dans une autre étude qui comparait les patients atteints de vascularite à ANCA chez les enfants versus les adultes, donc une étude française, on comparait 35 vascularites à ANCA pédiatriques versus 151 vascularites à ANCA chez l'adulte. Les enfants avaient moins souvent des myalgies et des neuropathies périphériques, mais ils étaient plus souvent fébriles. Le taux d'atteinte rénale était comparable. L'atteinte de l'aorte l'atteinte abdominale ischémique et l'atteinte du cartilage nasal étaient plus fréquentes dans les formes pédiatriques. Les formes pédiatriques avaient un taux de rechute plus important, avec 24,5 flares versus 18,7 pour 100 patients année. Et les enfants avaient malheureusement, de façon cumulée, plus de complications, surtout au niveau et de séquelles, surtout au niveau de la sphère ORL,
avec nécessité d'avoir des traitements d'entretien plus longs. 11% des patients versus 8% des patients, donc ce qui n'atteint pas la significativité, sont décédés dans cette étude, donc avec peut-être un peu plus de patients pédiatriques, mais sans différence significative. En conclusion, on peut dire que la forme pédiatrique des vascularites à ANCA est une forme sévère, avec un taux de rechute plus important et qui nécessite des traitements au long cours. Donc, concernant les traitements, le but majeur est la préservation de la fonction rénale. C'est assez similaire au traitement chez l'adulte, avec pour schéma principal des corticostéroïdes et des bolus de cyclophosphamide. L'étude PERPS internationale multicentrique qui étudie le rituximab chez les enfants nouvellement diagnostiqués ou rechutants a été achevée en mai de cette année. Les résultats sont attendus. Pour la rémission, l'azatioprine semble supérieure au MMF après une induction par cyclophosphamide. C'est l'étude IMPROVE, mais ça c'est dans une population adulte. Et des autres thérapeutiques type anticorps monoclonaux anti-CD52, anti-IL5, CTLA4-IG, anti-CD20 ou échange plasmatique sont à l'étude, toujours dans l'idée d'une épargne cortisonique particulièrement importante chez l'enfant. Le traitement d'entretien est conseillé pour au moins 18 mois à 2 ans et les traitements vont être comparables dans la GPA et dans la MPA avec chez près de 3 patients sur 4 l'utilisation du cyclophosphamide en combinaison. Les études GWAS sont intéressantes puisqu'elles ont permis de montrer que la MPA et la GPA sont 2 maladies réellement génétiquement distinctes avec, dans les ANCA antimyéloperoxydase, plutôt une association avec le HLA-DQ, alors que dans les antiprotéinase 3, on va avoir plutôt une association avec le HLA-DP et des protéines de la serpine. Dans l'étude du groupe français, on avait 11% de décès, donc ce qui reste important. Et en termes de séquelles, on retrouvait surtout des séquelles à terme de surdité, de destruction des cartilages nez et oreilles, de sténose sous-glottique, de déformation nasale et des insuffisances rénales terminales. Dans les cas de GPA, donc l'enseignement Schurg et Strauss, des cas de cardiomyopathie ou de péricardite confirmaient la haute fréquence des atteintes cardiaques. Les taux de rechute sont donc importants, avec un patient sur 3 dans les cas de MPA, un patient sur 2 pour les EGPA et presque 4 patients sur 5 dans les cas de GPA. Ces rechutes semblent augmenter après 18 ans dans les deux groupes. Il se pourrait que cela soit lié à la tendance des pédiatres à diminuer les traitements et au risque de la transition avec des patients perdus de vue. Donc, dans cette autre étude regardant la rémission des patients avec des GPA, on remarque que presque 50% de la population rechutait, avec une médiane de 3,3 ans, 10 enfants avaient une maladie chronique rénale. Donc nous passons aux vascularites à complexe humain, donc le purpura rhumatoïde. Donc le purpura rhumatoïde, je vais le traiter de façon globale en sachant que la néphropathie du purpura rhumatoïde sera traitée dans une autre webconférence à venir. Donc le purpura rhumatoïde, les critères Euler-Press, il s'agit d'une atteinte de type purpura ou pétéchie des membres inférieurs prédominantes, avec au moins l'un des critères suivants, des arthralgies ou des arthrites, des douleurs abdominales, une histopathologie démontrant un dépôt d'IgA ou une atteinte rénale. Donc, il s'agit donc d'une vascularite des petits vaisseaux, non granulomateuse à dépôt d'IgA, avec un purpura vasculaire prédominant aux membres inférieurs. Donc, une photo de purpura vasculaire des membres inférieurs. L'incidence est d'environ 10 cas pour 100 000 enfants par an, environ 1500 cas par an en France, avec un âge moyen de 6 ans, et très rarement avant 2 ans et fréquemment avant l'âge de 10 ans. Le sexe ratio est de 1,5. Le diagnostic de purpura rhumatoïde est avant tout clinique, c'est-à-dire qu'il est très rare en première intention de nécessiter des examens d'imagerie ou des examens anatomo-histopathologiques.
L'atteinte cutanée comporte un purpura vasculaire qui va être symétrique, déclive, qui débute par des macules érythémateuses avec des lésions d'âge différents et qui est vraiment l'illustration d'une vascularite leucocytoclasique à dépôt d'IgA. Elle évolue par poussée, favorisée par l'orthostatisme, mais sans valeur pronostique, il n'y a aucune complication. Concernant les articulations, on a une atteinte articulaire plus sous forme d'arthralgie et d'arthrite dans 50 à 70% des cas, qui dans un quart des cas peut précéder l'atteinte cutanée. Ces atteintes articulaires sont non migratrices, symétriques, surtout des grosses articulations, genoux, chevilles, et fréquemment avec une inflammation locale. Il n'y a également aucune complication aux atteintes articulaires. Concernant le tube digestif, l'atteinte digestive se révèle essentiellement par des douleurs abdominales diffuses. Dans 60 à 80% des cas, elle peut précéder l'atteinte cutanée dans près d'un quart des cas. Et elle est augmentée par l'alimentation. Les complications, c'est surtout l'invagination intestinale aiguë secondaire qui va nécessiter une échographie abdominale. Elle reste plutôt rare. Le rein, donc on a une atteinte rénale à type d'hématurie dans 40 à 50% des cas, avec un délai d'apparition dans 80% des cas le premier mois et qui reste exceptionnel après 6 mois. Les complications sont à type de protéinurie, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale terminale, mais cela sera donc traité plus en avant dans une autre conférence. Le dépistage par bandelette urinaire est donc à poursuivre plusieurs mois, au moins 6 mois dans tous les cas. Les autres atteintes, il faut savoir y penser, surtout l'atteinte testiculaire chez 10 à 20% des garçons avec une orchite, un hématome, un œdème. Ça peut être une atteinte urétérale, une atteinte du système nerveux central, des atteintes cardiaques, pulmonaires et pleurales, mais qui sont plus rares. Les formes particulières sont surtout celles de l'œdème aigu hémorragique du nourrisson, avant 2 ans, avec de la fièvre et pas d'atteinte rénale. Il faut aussi savoir qu'il y a une augmentation des purpura rhumatoïdes associée à la fièvre méditerranéenne familiale et que le purpura rhumatoïde de l'enfant est rare. Il faut savoir éliminer les diagnostics différentiels, surtout le purpura plaquettaire avec la numération formule sanguine, le purpura infectieux. Dans le purpura rhumatoïde, on a globalement une absence de syndrome hémorragique, une absence de fièvre, une absence d'altération de l'état général. Les traitements reposent sur les AINS, les antalgiques. La corticothérapie n'est jamais en cours pour les formes cutanées articulaires. Elle est brève quand on a une atteinte digestive ou peut être plus prolongée si on a d'autres atteintes viscérales, essentiellement de type rénal. Les immunosuppresseurs sont rarement utilisés, toujours dans les formes viscérales sévères. Le repos au lit est inutile. On peut mettre en place des mesures nutritionnelles pour les formes digestives et on insiste donc sur la surveillance urinaire prolongée. La physiopathologie, il s'agit donc souvent suite à une infection de la stimulation des lymphocytes B qui entraîne avec un défaut de glycosylation des IgA circulantes, une formation de complexes hymen avec dépôt au niveau des vaisseaux responsables du purpura et de l'atteinte d'organes. Les études GWAS ont pu mettre en évidence chez des patients espagnols des associations avec le HLA de classe 2. Concernant les vascularites à taille de vaisseau variable, type la maladie de Behçet, je n'en parlerai pas puisqu'un topo a été très bien fait par le professeur Toutran et donc je vous invite à regarder la webconférence sur la maladie de Behçet. Donc avant de dire un dernier mot sur les vascularites monogéniques, on peut se poser la question des biomarqueurs. Les biomarqueurs sont probablement plus dans l'avenir que dans le présent, mais néanmoins, cette étude intéressante va montrer quels biomarqueurs pourraient être utilisés dans les vascularites, avec en particulier dans l'artérite de Takayasu, comme on en a parlé, le TNF et l'interleukine 6. Dans la maladie de Behçet, le dosage des JAK-STAT. Dans le purpura rhumatoïde, le dosage du facteur 13. Et dans les vascularites à ANCA, les microparticules circulantes endothéliales ou neutrophiliques. Donc, comme j'avais introduit, il existe maintenant depuis peu des vascularites monogéniques dont je vais dire un mot bref. D'une part, le déficit en ADA2 qui est vraiment la vascularite monogénique qui est venue bouleverser le diagnostic des périartérites noueuses avec des enfants présentant des AVC précoces,
dans des cadres de périartérite noueuse qui ont vu leur diagnostic redressé pour ces pathologies monogéniques. Des tableaux d'haploinsuffisance A20 qui viennent modifier également le diagnostic des maladies de B7 et d'autres tableaux de vascularite associés aux interféronopathies. Concernant le déficit en ADA2, je vais être très bref puisqu'il a été traité dans une webconférence par mon collègue le docteur Sarabé. Donc je vous laisserai vous y reporter. C'est une pathologie qui est associée avec des mutations dans le gène CECR1 qui cause des vasculopathies qui ressemblent à des périartérites noueuses avec des traits auto-inflammatoires. Il s'agit d'une modification des macrophages vers leur phénotype N1 qui est un phénotype pro-inflammatoire. Le spectre est très large, allant de lésions cutanées isolées à des maladies systémiques très importantes avec une atteinte neurologique. Et parfois, on peut également retrouver des anomalies hématologiques isolées, comme des anémies réfractaires. Le traitement repose sur les anti-TNF et, dans les cas sévères, sur des transplantations de moelle. Concernant l'haploinsuffisance d'A20, de la même façon, mon collègue le docteur Sarabé vous l'a traité dans la webconférence du mois dernier. Je vous laisserai donc vous y reporter. Il s'agit d'une maladie autosomique dominante causée par une perte de fonction du TNF-AIP3 qui encode pour la protéine A20. Ce sont des tableaux qui vont ressembler à des tableaux de maladies de B7 avec des phénotypes qui restent hétérogènes, pouvant aller jusqu'à ressembler à des lupus systémiques ou des syndromes lymphoprolifératifs. Parfois, la mise en évidence de la vascularite est difficile chez ces patients. Un petit mot du SAVI. Le SAVI, ou Sting Associated Vasculopathy with Onset in Infancy, est une maladie qui est liée à l'interféron avec des mutations gain de fonction de TMEM 173 qui encode pour la protéine Sting, qui résulte dans l'activation des protéines JAK-STAT, l'activation de la transcription des protéines JAK-STAT avec en phénotype des formes qui vont ressembler à des vascularites à ANCA type GPA, des formes avec une vascularite cutanée sévère, une atteinte pulmonaire et même parfois la positivité des ANCA chez ces patients. Les traitements reposent sur les inhibiteurs sélectifs de JAK1 et JAK2, donc le baricitinib. Pourquoi il est intéressant de regarder ces formes? Donc là, une illustration de ces formes de SAVI. C'est que dans ces vascularites, donc avec l'éclosion de ces vascularites monogéniques, la démarche diagnostique est véritablement nécessaire avec un arbre généalogique, la recherche d'âge du début de la pathologie et toujours s'interroger si ces formes de vascularite pédiatrique que l'on rencontre pourraient rentrer dans des pathologies plus larges de type monogénique. Donc en conclusion, ces vascularites pédiatriques ont encore un délai diagnostique qui peut rester important, témoignant d'une sous-reconnaissance. Il y a la nécessité d'une prise en charge conjointe avec les centres de référence pédiatriques. Les critères diagnostiques sont disponibles, les scores de sévérité restent encore à développer. L'angiographie demeure l'examen de référence, mais elle a un caractère invasif. Le pronostic est probablement moins bon qu'attendu à l'âge adulte. Il faut faire attention à la transition, où nous avons tendance à perdre les patients avec un risque de rechute et d'aggravation du pronostic d'organes. Il faut penser aux vascularites monogéniques et il est essentiel de faire des arbres généalogiques. Enfin, dans les vascularites pédiatriques, l'effort européen pour écrire des recommandations chères vont nous permettre une harmonisation des pratiques et des approches statistiques comme dans l'étude MIPAN de type bayésienne doivent être adaptées en rapport avec la faible incidence pour pouvoir mettre en place des recommandations pédiatriques qui ne soient pas seulement basées sur les études faites pour les vascularites adultes. Donc voilà, j'en ai fini pour les vascularites pédiatriques. Merci de votre attention.